Eh bien, bonsoir à tous. Je vais vous parler de faim et satiété. Alors, premier souci déjà. Ah, si, c'est bon, c'est juste une blague. Ok. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sylvain Druguet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis physiologiste de l'exercice. Ça veut rien dire parce que c'est pas un statut officiel. En gros, ça veut dire que j'ai passé les 14 dernières années de ma vie à lire des articles scientifiques et à essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain. Je suis également formateur depuis un certain temps, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans, ça ne me rajeunit pas. Je suis directeur pédagogique au sein de Formapi Mâcon, donc j'étais le collègue de David pendant de nombreuses années. On avait même compté le nombre de jours qu'on avait passé ensemble. Je suis ancien préparateur physique de sportifs de haut niveau, de moyen niveau. Je suis un expert en nutrition dans le sens où j'étudie depuis plusieurs années maintenant la nutrition de façon quotidienne. Et j'ai d'ailleurs, à ce titre, fondé un centre de formation qui s'appelle Signature Formation et qui propose une formation à la nutrition de très haut niveau dans lequel je fais intervenir des gens exceptionnels. Cette année, on a eu par exemple le professeur Fetisov, qui est pour moi le plus grand spécialiste mondial de la satiété et de la compréhension de l'obésité. Et je vais essayer de vous résumer une partie de ses travaux dans cette formation qui est accessible à tous et on pourra en parler éventuellement quand vous le souhaitez. Cette présentation ce soir est donc une toute petite partie de ma formation en nutrition et elle va parler donc de faim et satiété. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette petite citation d'Einstein? Parce que tout simplement, on manque tous, nous, les gens qui s'intéressent à la science, on manque un petit peu d'humilité. On pense savoir les choses, alors qu'en fait, on ne comprend pas grand-chose. Il faut qu'on soit assez honnête là-dessus. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est ce que je pense comprendre de ce que j'ai lu, c'est-à-dire à peu près 2000 études scientifiques sur la nutrition. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce thème en particulier? Il y en avait plein d'autres que j'aurais pu amener. Tout simplement parce que c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. On a un accès à la calorie qui est trop facile et donc on a des problèmes de gestion de la faim et de la satiété. À ce titre, je pense donc que comme 99% de nos clients sont généralement des sédentaires ou des débutants dans le sport, eh bien, il faut que l'on comprenne ce phénomène de société, qu'on soit capable d'y répondre si nos clients sont concernés. C'est un sujet qui est archi complexe, vous allez voir, je l'ai résumé, je l'ai simplifié, mais malgré tout, c'est très compliqué. De ce fait, c'est peu compris, et comme c'est peu compris, il y a souvent beaucoup de bêtises qui sont dites. Je vais probablement en dire également parce qu'un jour ou l'autre, la science me contredira. Ce que je vous amène aujourd'hui, c'est ce que je comprends de ce qui est actuellement dans les études. C'est un sujet qui est également peu abordé dans la nutrition, je trouve, alors que c'est quand même essentiel. Dans un premier temps, il faut d'abord qu'on parle la même langue. C'est évident que si j'emploie des termes et qu'on a une définition différente des uns aux autres, on ne va pas se comprendre. On va donc expliquer ce qu'est la faim. Donc, qu'est-ce que c'est que la faim? Eh bien, c'est la sensation qui fait qu'on éprouve le besoin de manger, tout simplement. C'est à la fois un phénomène physiologique, mais on le sait maintenant depuis à peu près 200 ans, on a aussi des phénomènes psychologiques qui se sont rajoutés à cela, et puis évidemment des phénomènes sociaux et sociétaux. La faim physiologique, elle nous permet de ne pas mourir d'inanition. Et ça, c'est une petite étude très intéressante que j'ai lue sur un anthropologue. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, parce que l'anthropologie, c'est une science particulière. En fait, cette personne, ça va probablement faire rire certains d'entre vous, a émis l'hypothèse que la faim est en partie arrivée chez l'être humain, à peu près aux alentours de... On est entre Lucie et Toumaï en termes de, de période dans le temps. Comme l'homme avait des besoins sexuels énormes, il pouvait avoir, comme les poulets par exemple, un nombre de relations affolantes chaque jour, et donc il pouvait perdre des calories parce qu'il refusait de manger pour justement assouvir ses besoins. Et donc, la faim serait arrivée en partie pour combler ce manque et éviter que l'homme meure d'inanition. Alors, je pense que cette théorie est un poil fumeuse, mais en tout cas, ça nous permet quand même de comprendre que la faim a un rôle très, très important dans notre fonctionnement. Alors, la satiété, qu'est-ce que disent nos experts de l'INSERM et du CNRS? Ils nous disent que c'est la sensation d'absence de faim qui succède à un repas. À ne pas confondre avec le rassasiement, qui lui, en fait, est l'étape qui vous permet d'aller jusqu'à la satiété. C'est donc le rassasiement, donc c'est pas la même chose que la satiété. Par contre, à la fin du rassasiement, on arrive à satiété. Alors, où est-ce que ça se passe? Il y a plein d'endroits qui gèrent la faim et la satiété. Une bonne partie d'entre eux se déroule au niveau de l'hypothalamus.
L'hypothalamus, toute petite glande que vous voyez en vert ici, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, qui va gérer énormément d'informations. Actuellement, je connais un peu plus d'une trentaine de neuropeptides et d'hormones qui interagissent avec cette structure et de nombreux neurones qui également ont des projections à l'intérieur et qui vont nous permettre de gérer notre comportement alimentaire. On a 3 structures principales qui vont être traitées aujourd'hui, mais on en a beaucoup d'autres qui interviennent. Le plus important, c'est probablement le noyau arqué. Donc le noyau arqué, il fait partie de tous les noyaux qui composent l'hypothalamus. Et à l'intérieur, vous avez des neurones, et ces neurones, ils n'ont pas les mêmes fonctions au niveau de notre comportement. Les premiers, probablement les plus importants, c'est les neurones à pro-opiomélaноcortine, ce que vous voyez ici écrit POMC. Les neurones POMC, ils sont anorexigènes, c'est-à-dire qu'ils nous coupent la faim. Il faut savoir que de base, on a une énorme différence entre le nombre de molécules qui nous permettent d'avoir faim et le nombre de molécules qui nous permettent de ne plus avoir faim. Il y a un déséquilibre très important, on le verra tout à l'heure. Ben, eux, les neurones à pro-opiomélaноcortine, ils sont anorexigènes, donc c'est-à-dire qu'ils nous coupent la faim. À l'inverse, on a les neurones à neuropeptides Y et à agouti-related protein, qui, eux, sont orexigènes, c'est-à-dire qu'ils stimulent la faim. Chacun est capable d'inhiber l'autre en fonction des messages qu'il reçoit. Vous avez un autre noyau qui est le ventromédian, qui, lui, en fait, est la cible de la leptine. Vous en avez probablement entendu parler. Donc, c'est anorexigène. On verra tout à l'heure qu'en fait, la leptine, elle n'a pas l'impact qu'on pense. C'est bien moindre que ce qui est souvent mis en avant. Et on verra pourquoi, notamment parce qu'elle est sécrétée au niveau du tissu adipeux et que celui-ci est très variable d'une personne à l'autre, tant en termes de quantité qu'en termes de composition. Dernier noyau, c'est le paraventriculaire. Alors lui, il a des récepteurs particuliers. Donc, c'est les récepteurs à la mélanocortine. En fait, pour faire très, très rapide, on a découvert des souris qui exprimaient des couleurs différentes en fonction de plein de choses. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la mélanocortine, elle n'agissait pas que sur la couleur, elle agissait également sur la prise alimentaire, parce que ces souris, elles pouvaient être gigantesques, parce qu'elles devenaient obèses à cause de récepteurs qui ne fonctionnaient pas, puisque ces récepteurs sont anorexigènes. Donc, si ces récepteurs ne sont pas actifs, eh bien, la prise alimentaire est incroyable. À noter que là, on parle de récepteurs MC4R, mais il y a aussi les MC3R qui sont plus importants encore dans la gestion anorexigène de notre organisme. Alors, parlons maintenant des mécanismes de la faim. Comment est-ce que la faim, elle intervient? Premier point, c'est la baisse des réserves de glycogène et de la glycémie. Lorsque ceux-ci atteignent en moyenne, et là on parle pour une personne sédentaire, chez le sportif c'est un poil différent, mais chez le sédentaire, quand on a une baisse de la glycémie et ou du glycogène de 10 à 12%, on a une sécrétion du neuropeptide Y. Neuropeptide Y, on l'a dit, qui est fortement orexigène, donc qui stimule la faim. Deuxième point, c'est lorsque votre estomac est vide depuis un certain temps. Je rappelle que l'estomac, ça se vide progressivement. Que vous mangiez beaucoup ou peu d'aliments, il va se vider par petits sas. Et donc, eh bien, il est rarement vide longtemps. Et lorsqu'il est vide depuis un certain temps, c'est progressif, il ne faut pas voir ça d'un seul coup, poum, il va déclencher la faim. Mais plus il est vide depuis longtemps, et plus il va stimuler la sécrétion de gréline. Or, la gréline, c'est la seule hormone, à l'heure où je vous parle, et en tout cas à ma connaissance, c'est la seule hormone qui va stimuler la faim. Tous les autres stimulants de la faim sont des neuropeptides, ne sont pas des hormones. On passe à l'étape du dessous, au niveau de l'intestin grêle. Lorsqu'il est peu actif, savoir que l'intestin, il est extrêmement actif, nous, on ne s'en rend pas spécialement compte, mais avec la motilité, il bouge beaucoup, il se déplace, il se contracte, et donc il permet de faire descendre et de rentrer en contact les nutriments avec les villosités ou avec d'autres parties, et donc de permettre l'absorption. Et bien, lorsqu'il est moins actif, il va également y avoir une stimulation nerveuse qui va remonter au niveau de notre hypothalamus et qui va pouvoir déclencher le mécanisme de la faim. Le point sur lequel je veux m'arrêter, parce que c'est déjà plutôt inverse, plutôt antagoniste de ce que disent les gens, c'est au niveau du tissu adipeux. Et ça m'a choqué, j'ai mis longtemps à comprendre ce phénomène, mais lorsque votre tissu adipeux n'est pas capable de stocker des triacylglycérols, donc triacylglycérol, c'est le vrai terme de ce qu'on appelle les triglycérides vulgairement, hein. Le vrai terme, c'est triacylglycérol.
Lorsque vous n'êtes pas en mesure de stocker dans votre tissu adipeux des triacylglycérols, eh bien, vous allez avoir une inhibition de la leptine. Et de ce fait, eh bien, vous allez avoir la faim qui va arriver. Petite synthèse que j'ai réalisée l'année dernière. Donc, si vous regardez au niveau de la glycémie, lorsque celle-ci baisse, vous allez avoir une information au niveau du pancréas. Ça, vous connaissez très très bien la régulation de la glycémie. Donc, le glucagon va être sécrété et donc l'insuline va être au contraire inhibée. Comme l'insuline est inhibée, l'entrée des triacylglycérols dans le tissu adipeux est soit impossible, soit rendue très difficile. Du coup, le tissu adipeux voit qu'il n'est pas en mesure de stocker des triacylglycérols et donc il informe l'hypothalamus qu'il faut impérativement que la faim revienne. Et c'est ainsi que le neuropeptide Y est sécrété. Ça, c'est contre-productif à deux égards. Le premier égard, c'est que déjà, on ignore pour beaucoup qu'on fait du tissu adipeux en permanence, sauf si on est dans les cas de nutrition très particuliers. Mais on fait du tissu adipeux tout le temps. Et que d'ailleurs, c'est un phénomène physiologique normal. Il faut qu'on soit en permanence avec un petit bruit de fond, c'est-à-dire un tout petit stockage de triacylglycérol en permanence. Ça, c'est un premier point. L'autre point, et ça va surprendre beaucoup de monde, je pense, mais l'insuline, ce n'est pas du tout une hormone qui va vous faire manger plus. Au contraire, l'insuline, elle est anorexigène. Toutes les études dans le monde nous montrent que l'insuline, dans la majorité des cas, elle est anorexigène. Elle nous coupe la faim. Il y a un petit cas de temps en temps où l'insuline peut avoir un effet orexigène. On pourra éventuellement y revenir, mais ce n'est pas le cas de figure habituel. Un point que vous connaissez, vous en êtes conscient, je vais quand même revenir dessus, mais c'est la valeur hédonique. C'est un terme qu'emploie Mustapha Ben Safi du CNRS. En fait, il nous explique, ce monsieur brillant, et français d'ailleurs, comme beaucoup des gens que j'ai cités aujourd'hui, il nous explique qu'en fait, que lorsqu'on voit un aliment, on a une première projection qui se fait dans une partie spéciale de notre cerveau et qui va enregistrer plus ou moins de plaisir, on va dire ça comme ça, à la vue de cet aliment. Ensuite, il y a une deuxième information qui est prise lorsque l'on va prendre l'objet en bouche, l'aliment en bouche, qui va être liée au goût, puis qui va être liée aussi à sa texture. Et ces informations supplémentaires vont se rajouter dans le cerveau et vont être enregistrées et vont plus ou moins stimuler les zones dopaminergiques. Je rappelle que les zones dopaminergiques du cerveau, ce sont les zones de la récompense et que lorsqu'elles sont stimulées, elles vont plutôt nous donner envie d'y revenir. C'est des choses qui ont été étudiées dans les premiers chefs avant l'alimentation pour les cas de sevrage ou de besoin avec de dépendance à la drogue. Et ben pour l'alimentation, c'est un petit peu le même principe, même s'il est moins puissant. Et donc, ça, c'est un truc sur lequel on peut nous jouer. C'est-à-dire que si on veut que quelqu'un mange un petit peu moins, le simple fait que l'aliment lui plaise moins d'un point de vue esthétique ou lui plaise moins d'un point de vue goût, eh bien, va naturellement diminuer sa prise alimentaire. Ou au contraire, si on veut la stimuler, eh bien, on peut choisir des aliments qui sont beaux ou qui sont appétants d'un point de vue goût. Alors, un point qui est absolument essentiel et qui lui aussi a été découvert à pratiquement 100% par la France, par les chercheurs français. Donc, je vous rappelle que les neurones à pro-opiomélaноcortine, ils nous limitent notre prise alimentaire. Lorsqu'on a fini un repas, ces neurones, ils sont stimulés jusqu'à 3 fois plus. Donc, c'est normal, on a la satiété qui intervient. Plus le temps passe après l'obtention de la satiété, et plus la stimulation de ces neurones va diminuer. Et donc, la question que se sont posées les chercheurs, c'est comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il y a une régulation fine dans le temps qui se produit hors présence de molécules qui signalent? Eh bien, en fait, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'autour de vos neurones, vous avez des astrocytes. Les astrocytes, ce sont des cellules, hein, cyte, ça veut dire cellule, de toute façon en grec. Et ces cellules, on savait qu'elles avaient un rôle de nourrice, c'est-à-dire qu'elles viennent nourrir vos neurones. Mais ce qu'on ne savait pas,
et que nos petits Français chercheurs cocorico ont trouvé, c'est que non seulement elles vont nourrir les neurones POMC, mais aussi elles vont freiner son activité. Un peu comme si on détournait l'attention du neurone en lui donnant à manger, si vous voulez une image. Alors voilà une petite image que j'ai créée, là, qui va faire l'inverse. Dans la partie du haut, ce que vous voyez en jaune, c'est votre neurone à proopiomelanocortine. Et autour, vous avez vos petits astrocytes en vert. Quand vous en avez beaucoup, eh bien, ça veut dire que votre faim est présente, puisque le neurone n'agit pas. Lorsque la glycémie va augmenter, vos astrocytes vont se rétracter, ils vont s'éloigner et ne plus être en contact, en tout cas pour certains, avec le neurone. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ce neurone, il est anorexigène, eh bien, on va diminuer notre prise alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la compréhension de la nutrition, et ça a été découvert par des Français, j'insiste là-dessus. Autre point aussi, ça nous permet d'expliquer en partie pourquoi, lors de périodes de jeûne, on a une phase où on a faim, une phase où on n'a plus faim, puis à nouveau une phase où on a faim. Ça, c'est parce que vous avez vos astrocytes qui vont venir plus ou moins inhiber l'activité de vos neurones à proopiomelanocortine. Passons maintenant aux mécanismes de la satiété, qui sont plus nombreux. Passons exactement ça. Donc, au niveau de la bouche, dès la mastication, dès l'arrivée au contact de vos cellules de la bouche avec les nutriments, eh bien, vous avez des récepteurs spécifiques à chaque nutriment qui vont commencer déjà à signaler à notre système nerveux central qu'il y a une arrivée d'aliments. Par exemple, pour les acides gras, vous avez les récepteurs CD36 qui vont signaler le fait que des graisses, des lipides arrivent dans notre alimentation. Je rappelle que 90 à 99% des lipides n'arrivent pas sous forme d'acides gras dans un premier temps, mais sous forme de triacylglycérol. Et donc, d'ailleurs, les récepteurs CD36, ça dépend de la longueur de la chaîne. Plus vous avez une chaîne longue et plus la chaîne diffère et plus vous avez besoin de récepteurs différents pour l'information. Vous avez également la valeur hédonique, on en a parlé tout à l'heure, qui intervient dans la bouche avec le goût et avec la texture. Ensuite, on arrive dans une étape fondamentale, c'est l'étape de l'estomac. Alors, dans l'estomac, il y a deux choses qui se passent, mais qui sont liées au même phénomène, c'est-à-dire le phénomène de remplissage et surtout de compression mécanique. Et forcément, il se dilate, votre estomac. Comme il se dilate, il va déformer des mécanorécepteurs qui sont contenus dans ses parois. Et ces mécanorécepteurs, ils vont envoyer une stimulation via le nerf vague à notre hypothalamus qui va ensuite nous permettre de dire « Ok, là, on va lancer le rassasiement via la cholécystokinine, CCK, et puis on va progressivement aller chercher la satiété. » Sachez aujourd'hui qu'on est sûr à quasiment 100% que c'est le mécanisme principal du rassasiement, puis de la satiété. On en parlera un poil plus tout à l'heure. On descend d'un rang, on arrive au niveau de l'intestin et des entérocytes. Là, c'est la même chose. On a des récepteurs et des transporteurs spécifiques à chaque molécule qui arrive, et il y en a énormément. Vous savez très bien, la digestion ne donne pas toujours les mêmes molécules. Elle en donne un certain nombre. C'est jamais exactement, c'est jamais toujours les mêmes. C'est par exemple quand on prend des protéines, c'est pas que des acides aminés qui arrivent. On a aussi des oligopeptides de type di- et tripeptides qui sont relativement fréquents dans l'absorption. Contrairement à ce qui est souvent dit, c'est des acides aminés. Non, non. Vous allez voir d'ailleurs que les travaux de Gilles Mithieu tout à l'heure nous prouvent que c'est faux. Et donc, si c'est des dipeptides, ce n'est pas les mêmes récepteurs qui vont signaler ces phénomènes d'arrivée d'aliments, de nutriments plutôt. Si c'est des acides aminés, ce n'est pas les mêmes. Si c'est du glucose ou du fructose ou du glucose ou n'importe quoi, ce n'est pas du tout les mêmes. Ces signaux, ils vont également différer en fonction de notre composition au niveau du microbiote, donc de notre microbiome. Et puis, les principaux médiateurs, c'est PYY, CCK et GLP1. Je m'arrête rapidement sur le premier, PYY. Pourquoi est-ce que je m'arrête dessus? Parce que dans tous les médiateurs, toutes les hormones, tous les neurotransmetteurs, tous les neuropeptides qui existent dans le corps, c'est le seul
qui donne une information sur le nombre de calories, le seul. D'où le fait que la prise en compte des calories dans la faim est totalement marginale. Les calories impactent quasiment au niveau zéro sur la satiété. J'ai dit quasiment parce qu'il y a quand même une action au niveau de PYY. Mais en fait, si vous voulez, si on n'avait que PYY seul, on aurait une satiété obtenue par lui-même. Mais comme PYY est noyé dans les autres messagers et qu'il est un petit peu, on va dire récessif, c'est pas bon parce que ça s'appliquerait aux gènes, mais il est un peu moins costaud que les autres, on va dire, au niveau de la réponse, eh bien, il est minoritaire dans la réponse obtenue. Depuis tout à l'heure, je vous bassine en vous disant que les petits cocoricots, les petits Français, on est balèzes. Et ben oui, en fait, tout simplement, on est toujours en avant les Japonais, les Chinois, les Américains sur la satiété. Et ben sachez-le, ils sont à la rue. Les champions du monde de la compréhension de la faim et de la satiété, ils sont français. Toutes les grandes découvertes qui ont eu lieu ces 20 dernières années sur la compréhension de l'obésité, de la satiété et de la faim, c'est français. Et un petit génie parmi eux, c'est monsieur Gilles Mithieu, qui en 2012, puis remis à jour en 2014, nous a trouvé un truc absolument phénoménal. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui connaît le mécanisme qui permette aux protéines d'être satiétantes? Est-ce qu'il y en a un qui le sait? Je vous laisse juste 30 secondes pour dire oui ou non. Enfin, juste oui s'il y en a un, ne mettez pas non si vous ne savez pas. S'il y en a un qui sait, ça serait fantastique qu'il puisse me le raconter. Est-ce qu'il y a un oui, David? Je vois pas dans les. Non, pour l'instant, il n'y a pas de oui. Oui. Ok. Eh bien, sachez que c'est à peu près normal, puisque c'est enseigné dans, à ma connaissance, aucune formation, nulle part. Ah, Non, il n'y en a pas. non, on a Didier Reich qui nous dit c'est l'acide lactique, mais non, c'est pas Euh, on en parlera tout à l'heure du lactate. Il a un impact. Alors oui, c'est normal que l'on ne sache pas ça, parce que déjà c'est très récent, que ça a été très peu publié. Et pour ma part, j'ai galéré à trouver l'information de manière intéressante et recoupée sur les études. En fait, lorsque vous avez des oligopeptides, donc là on est d'accord qu'on est après le duodénum, hein, ok, on est au niveau de l'intestin. Euh, Vos oligopeptides, ils vont pénétrer dans vos entérocytes, ils vont ensuite arriver au niveau de votre veine porte, et la veine porte, normalement, elle doit envoyer ces oligopeptides dans votre foie. Au niveau de la veine porte, vous avez des récepteurs. Je crois que c'est la diapo d'après, si ça ne bug pas. Ça bug. Voilà. Donc là, vous voyez, vous êtes au niveau de votre intestin, vous avez vos oligopeptides qui passent dans la veine porte que vous voyez ici en vert, et là vous avez des récepteurs. Les récepteurs, c'est les mu-opioïdes. Mu, la lettre grecque, hein. Les mu-opioïdes. Ces récepteurs, lorsqu'ils reçoivent ces oligopeptides, ils vont signaler par deux voies, la voie du nerf vague et la voie au niveau de la moelle épinière, ils vont signaler à notre système nerveux central le fait que des protéines ont été assimilées sous différentes formes. Et c'est une première séquence de satiété au niveau du cerveau. Aucun rassasiement, hein. C'est de la satiété qui intervient au niveau du cerveau. Le cerveau envoie une réponse à votre intestin et il lui demande, et ça c'est absolument phénoménal, il lui demande de faire de la néoglucogénèse. C'est prodigieux, parce que jusqu'à maintenant, on a découvert il y a peut-être une dizaine d'années qu'on avait de la néoglucogénèse qui arrivait au niveau de l'intestin, mais on ne savait pas comment ça intervenait. Maintenant, on le sait. Et cette néoglucogénèse, elle va donc nous produire du glucose. Et ce glucose, quand il va être absorbé, il va arriver au niveau du foie, il va être capté à nouveau par des récepteurs qui vont à leur tour signaler au cerveau qu'il y a une arrivée de nutriments et donc signaler une deuxième fois la satiété. Ça, c'est long. Vous voyez, c'est une double boucle. Cette double boucle, elle met plusieurs dizaines de minutes. C'est pour ça que les protéines n'ont pratiquement pas d'effet rassasiant, mais ont un effet satiétogène monstrueux. Très important à comprendre ça. Donc, petit chapeau à Monsieur Gilles Mithieu et à nos chercheurs qui ont fait un travail de fou et qui aujourd'hui sont cités partout dans le monde pour leurs travaux. Pardon.
Alors, quand j'en ai parlé, la première fois que j'en ai parlé avec des chercheurs, ils m'ont dit oui, oui, mais c'est anodin. Non, c'est pas du tout anodin, puisque les études qui ont suivi, les 10 années qui ont suivi ces travaux, ils ont montré que lorsqu'on était en période de jeûne, eh bien, parmi la totalité du glucose qui va circuler et qui va être perfusé dans notre sang, il y en a probablement un quart ou un cinquième qui provient de cette néoglucogénèse. C'est absolument phénoménal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est proprement fou. D'où est-ce qu'elle vient, cette néoglucogénèse, dans ce cas de jeûne, puisque vous allez me dire, là, il n'y a pas d'absorption de protéines. Eh bien, elle vient tout simplement de la glutamine, du glutamate, pardon, du glutamate qui a été synthétisé suite à la catabolyse des protéines musculaires en grande partie. Parlons maintenant des fibres. Alors, les fibres, elles ont un effet satiétogène qui est très connu, mais je suis à peu près persuadé que pas grand monde sait pourquoi c'est satiétogène, les fibres, et c'est normal, parce que jusqu'aux travaux de Gilles Mithieu, on n'en savait pas grand-chose. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, ça aussi, ça fait l'objet d'un de mes cours. Hein. Il y a 90 pages sur les fibres dans mon cours. Hein. J'ai synthétisé 10 thèses que j'ai remis au goût du jour parce qu'elles étaient à la rue. Et je les ai synthétisées pour en faire un cours. Les fibres, c'est fascinant ce qu'on sait dessus. Pourtant, on a très peu de cours sur ce domaine. Les fibres, elles ont trois grandes caractéristiques principales. Elles ont une solubilité, leur capacité donc à se dissoudre dans l'eau. Elles ont une viscosité, leur capacité à former des gels. Et elles ont donc une fermentescibilité, c'est-à-dire une capacité à faire des gaz et d'autres molécules lorsqu'elles arrivent à certaines parties de notre intestin. Elles ont toutes les trois ces trois propriétés, plus ou moins de manière importante. Donc on peut avoir des fibres solubles, visqueuses, non fermentescibles, solubles, visqueuses, non fermentescibles, etc., etc. Vous avez compris les différentes interactions qu'on peut avoir. Si chaque fibre, en plus d'avoir ces trois caractéristiques-là, plus ou moins marquées, a ses propres caractéristiques. Et donc, si on prend par exemple la gomme de goire et le bêta-glucane, eh bien, elle stimule CCK, donc rassasiement puis satiété. D'autres vont stimuler glucon-like peptide 1, d'autres vont stimuler, etc., etc. Donc, elles n'interviennent pas toutes au même niveau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque les fibres sont insolubles, et là, il y a une énorme confusion par plein de personnes, y compris des chercheurs. Une fibre insoluble, certes, elle ne se dissout pas dans l'eau, mais elle absorbe de l'eau en quantité énorme, ce qui fait qu'elle va gonfler. Comme elle gonfle, elle participe de la distension stomacale. Or, on a vu tout à l'heure que la distension stomacale, elle agissait sur CCK, sur le nerf vague, donc sur le rassasiement puis la satiété. De leur côté, les fibres solubles qui sont fermentescibles, ce n'est pas le cas de toutes les fibres solubles, j'insiste aussi là-dessus, souvent un raccourci qui est fait dans les articles que je retrouve sur le net. Les fibres qui sont solubles et fermentescibles, elles sont capables de produire les fameux acides gras à chaîne courte que sont le butyrate, le propionate et l'acétate. Ces trois acides gras à chaîne courte sont prodigieusement intéressants pour la santé, à plus forte raison le butyrate, qui, c'est valable pour les trois, mais sont des précurseurs, on en parlera non, juste après, je crois, ouais, c'est ça, sont des précurseurs de la néoglucogénèse intestinale, exactement comme les protéines. Ils ont la même rétroboucle. Ce qui fait que la croyance selon laquelle les fibres ne produisent pas de calories est en partie fausse. Certaines sont capables de produire des acides gras, certaines sont capables d'induire la séquence de pyruvate. Le pyruvate en lui-même, ce n'est pas proprement parlé énergétique, mais il fait partie évidemment de différents processus qui peuvent produire de l'ATP, donc indirectement, ils vont nous permettre d'avoir de l'énergie. Donc les fibres, elles ont quand même quelque part une fourniture énergétique. Ces acides gras à chaîne courte, ils sont, et ça c'est complètement fou, c'est la première nourriture des colonocytes et du microbiote. Ça permet une sécrétion de PYY, mais ce qui est absolument dingue, c'est que quand votre microbiote est rassasié, quand il est repu, pardon, plutôt, eh bien, il va signaler au système nerveux central qu'il a plus faim. Et donc,
il va nous demander à nous de moins manger. C'est fou. Nos bactéries nous disent de moins manger. Donc, d'où le fait que ce microbiote doit être pris au sérieux. On en parle juste après. Au niveau des triacylglycérols, dont on a parlé tout à l'heure, alors eux aussi, ils ont une action qui est assez dingue. Eux, ils ont une communication, ils ont une porte d'entrée vers notre cerveau. Ils communiquent directement avec notre cerveau sur deux aspects. L'aspect stop, c'est bon, on arrête de manger, qui n'est pas très puissant, mais qui est quand même présent. Et l'aspect qui, lui, est un peu plus fort, de stimulation dopaminergique, de la récompense, et donc de un petit coup d'y rien dit. Ça, c'est assez intéressant. Mais par contre, on a pendant des décennies eu le paradoxe des lipides. Alors, ils appelaient ça le paradoxe des acides gras. C'est pas tout à fait vrai. C'est qu'en fait, si vous mangez des acides gras, des triacylglycérols, quand les triacylglycérols vont arriver dans le sang, donc on est d'accord que acylglycérol, glycérol plus acide gras, assimilation, resynthèse des triacylglycérols, libération des triacylglycérols dans la circulation. Ces triacylglycérols qui viennent de l'alimentation à l'origine, quand ils arrivent au niveau du cerveau, ils sont oxydés par le cerveau. Et ils ont un effet satiétogène. Par contre, vous faites un jeûne, vous arrêtez de manger pendant, admettons, 24-48 heures. Vous allez donc mécaniquement avoir une stimulation de votre tissu adipeux pour libérer les triacylglycérols qui sont stockés dans les adipocytes et les libérer sous forme d'acides gras et de glycérol dans le sang. Ces acides gras, quand ils vont arriver au niveau du cerveau, ils n'ont pas d'effet satiétogène. Vous allez me dire, mais comment c'est possible que des molécules semblables n'aient pas du tout la même fonction? Eh bien, c'est tout simplement l'activité de la lipoprotéine lipase qui intervient au niveau du cerveau lorsque c'est l'alimentation qui amène les triacylglycérols et qui n'intervient évidemment pas sur les acides gras. Pour ceux qui connaissent la lipoprotéine lipase, c'est elle qui permet de dissocier, par exemple, vos acides gras de vos triacylglycérols. Alors, les glucides, de leur côté, ils sont satiétogènes, plus que les lipides en moyenne. Je dis bien en moyenne parce que vous savez qu'on a de très nombreux acides gras, j'ai failli dire une trentaine, mais ça dépend des considérations qu'on met dedans. On a de très nombreux acides gras qui n'ont pas du tout les mêmes effets satiétogènes. Mais au niveau des glucides, on a en moyenne un peu plus d'effets. On a les GLUT2 qui vont signaler, les transporteurs, hein, okay, les GLUT2 qui vont nous permettre de signaler l'arrivée de glucose, en particulier le glucose, et donc induire un effet satiétogène. On a une information au niveau du foie. Et chose qui va intéresser Didier, c'est le lactate au niveau de l'encéphale. Alors, on a longtemps pensé que c'était le glucose qui, au niveau du cerveau, agissait. Il y a des chercheurs français qui pensent que c'est plutôt le lactate qui est capté et qui va induire la satiété. Bon, je ne suis pas capable de trancher entre les deux, mais au moins je vous aurais donné l'info. Un jour, on saura peut-être. Et puis le côté rétractation des astrocytes, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je ne reviens pas spécialement dessus. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau timing. David, tu me dis hein, quand je dois. Écoute, on est quasiment, je suis en train de regarder, on est quasiment arrivé aux 20 minutes. Donc, si jamais il y a quelques questions, on peut les poser. Il y en a une qui a été posée déjà. Ouais. Attends, je regarde juste. Vas-y. À la rigueur, je fais deux diapos puis je réponds aux questions. Ouais, si tu veux. Allez. Donc, microbiote. Alors ça, parfois on a des coups de bol dans la vie et être capable de discuter avec le professeur Fetisov, ça a été un échange de folie. Et ce monsieur a découvert des choses assez dingues sur le microbiote, sur l'obésité, la satiété, la faim. Et ce qu'il faut que vous sachiez, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le microbiote, il était capable d'informer sur le fait que lui, il a suffisamment mangé, donc de nous aider à atteindre la satiété. Mais lorsqu'il est en mauvaise santé, entre guillemets, quand il est maltraité, eh bien, il va créer des choses un petit peu pénibles, voire très dangereuses pour nous. Un des exemples, pour vous montrer à quel point c'est complexe et à quel point c'est passionnant, c'est la caséinolytique peptidase B, CLPB.
Alors, CLPB, c'est une related protein. Qu'est-ce que c'est une related protein? C'est-à-dire que c'est une protéine qui n'est pas la protéine qu'elle va copier, mais par contre, elle peut être reconnue par certains récepteurs, par certains neurones, par certaines molécules, comme étant cette molécule d'origine. En l'occurrence, CLPB, elle mime une molécule très importante qui s'appelle alpha-MSH. Alpha-MSH qui est anorexigène, donc qui nous coupe la faim. Donc CLPB, elle coupe la faim également. Mais si vous avez votre microbiome qui est dans une situation compliquée, vous avez une dysbiose, vous avez, je ne sais pas, des diarrhées, peu importe, vous pouvez produire cette protéine et qu'elle soit reconnue par le système immunitaire comme étrangère. Donc ça, je vous passe le côté reconnaissance par le complexe HLA. Elle est attaquée. Et le fait que cette molécule soit attaquée par le système immunitaire, ça l'inhibe. Dans l'absolu, on se dit c'est pas grave, alpha-MSH continue de travailler, on a notre boulot qui fonctionne. Oui, mais le système immunitaire, il ne fait pas la différence entre la CLPB et alpha-MSH. Du coup, il attaque aussi alpha-MSH et donc plus de satiété. Ça explique en partie je dis bien, pourquoi est-ce que les personnes qui sont en obésité, donc qui ont une dysbiose, parce que l'obésité entraîne dans l'immense majorité des cas une dysbiose, eh bien, on a une absence de faim ou une difficulté à atteindre satiété. Ça, c'est un des marqueurs. Un autre point, c'est que la leptine, très souvent, donc la leptine qui est également anorexigène, la leptine, on pourrait se dire chez un obèse, elle est sécrétée en moins grande quantité. Ben, c'est faux. Dans les études, les personnes qui sont obèses, elles ont même plus de leptine que les gens, entre guillemets, normaux. On va se dire, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Et ben, tout simplement, pareil, il y a une interaction avec le système immunitaire et donc avec après leur capacité à être captés par les récepteurs spécifiques. Et donc, en fait, vous avez beau en produire des quantités astronomiques, vous avez une sorte de résistance à la leptine qui intervient de la même façon qu'on a une résistance à l'insuline chez certains cas de diabète. Ici, je vous ai mis un petit résumé des interactions des principaux médiateurs de la faim ou de la satiété avec les neurones qui vont avec. Petite réalisation, cadeau que je vous laisse. Ce n'est pas la peine que je la commente, c'est plus pour vous quand vous aurez besoin de réviser, c'est plus facile si vous avez tout sous les yeux. Avant de... Ça a sauté, je ne sais pas combien de diapos. Petite question maintenant, je suis à 20 minutes, non? Oui, on est à 20 minutes, mon ami. Il y avait une question de Monsieur Raphaël Mirou. Ah, ok. La question est, du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à maintenir sa glycémie autour des 100 dans la journée? 100? Oui, ça doit être la valeur. Raphaël, si tu peux préciser ta question. Un gramme par litre, tu veux dire, Raph? Raphaël? Je pense que c'est ça. Tu peux répéter la question du coup, David, s'il te plaît? Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à maintenir sa glycémie autour des 100 dans la journée? Mais il n'a pas précisé 100 quoi. Alors, en fait, euh, première chose, déjà, on ne peut pas réellement, volontairement, sur long terme, garder une glycémie basse. Le corps va absolument tout mettre en place pour que la glycémie revienne dans des valeurs acceptables. Ça, c'est vraiment essentiel. Le cerveau, notamment, a besoin de beaucoup de glucose. Et donc, vous ne pouvez pas vous trouver dans une situation d'hypoglycémie à long terme sans être extrêmement mal ou d'avoir des pathologies graves. Vous allez, quoi qu'il arrive, avoir une néoglucogénèse qui va intervenir au niveau du foie et donc une libération de glucose qui va venir perfuser votre sang. Donc, même si on le souhaitait, on ne pourrait pas le faire de manière à long terme. Je pense que c'est comme ça que tu l'imaginais, Raph, la question. Mais je crois que je comprends. Si, en fait, je crois que je comprends ce qu'il veut dire. Dans ces cas-là, je pense qu'il veut dire est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à essayer d'éviter Ouais, euh, d'insuline. les pics D'insuline. d'insuline, ouais. Mm. Ouais. Oui, alors, en fait, oui. Déjà, première chose, s'il y a un gros pic d'insuline, ça veut dire qu'il y a eu une digestion rapide et une assimilation rapide de glucides, en particulier du glucose. Ça,
ça a des effets relativement négatifs si c'est chronique. Euh, on a, on a beaucoup de théories qui s'avèrent de plus en plus vraies sur la fatigue de nos tissus et de nos organes et à produire de l'insuline et à être capable de tolérer l'insuline. Alors là, je vais sûrement faire bondir beaucoup de monde, surtout que c'est sur YouTube, donc tant pis, je prends le parti, ça n'engage que moi. Mais euh, on a de plus en plus d'études et de chercheurs qui pensent que le diabète, c'est plus un problème de tissu et de gestion du glucose que réellement un problème d'insuline ou de pancréas. Même si, évidemment, là, je parle du diabète de type 2, hein, pas dans le diabète de type 1. Et ben c'est un peu ce que je pense aussi. Si vous êtes sédentaire, que vous avez d'énormes pics d'insuline qui arrivent régulièrement, eh bien vous allez fatiguer vos tissus qui sont capables d'absorber votre glucose, et donc vous allez vous retrouver dans une situation qui est relativement délétère et qui prédispose à des maladies métaboliques. Ça, c'est plutôt bien documenté. Par contre, chez le sportif, avoir éventuellement un petit pic, d'ailleurs qui ne va pas être si important que ça quand on est en activité, ça limite fortement le pic d'insuline. Donc, ça, c'est pas forcément extrêmement grave chez le sportif. Encore que je suis pas un grand fan non plus d'amener des grandes quantités de glucose, même pendant l'activité, si c'est vraiment très rapide, je suis pas hyper fan. Donc, je sais pas quelle était ta question, Raph, exacte, mais tu me la reposeras au pire en privé, comme on se connaît. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions à ce moment-là ou est-ce que je continue? Il y a une question de Pierre-Yves Marchand. Oui, Quand tu parles de tissu, Sylvain, tu ouais. parles de l'épiderme? Non. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai employé le terme tissu et que tu te posais la question. Généralement, quand je parle de tissu, je parle de nos cellules qui forment des tissus qui eux-mêmes forment nos organes. Donc, les tissus qui sont les plus éponges, si on peut employer ce terme-là, de l'organisme, c'est évidemment les muscles et le foie qui vont capter énormément le glucose, les protéines, etc. etc. Euh, voilà, le terme de tissu, c'est ça, hein. C'est un assemblage de cellules. Moi, j'ai une question, Sylvain. Ouais. Euh, Vu qu'on a des actions au niveau du cerveau et que c'est en lien avec des récepteurs, euh, est-ce que le fait d'avoir une alimentation déréglée ou dérégulée ou agressive, ou alors une alimentation trop importante, est-ce que ça peut saturer nos récepteurs de la satiété? Est-ce que ça peut saturer ça? Ouais, Oui, 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 oui. Mais pas tant par le fait qu'on a. Alors, la première partie de ma réponse, ça n'engage que moi. J'ai pas d'études scientifiques hmm, à te citer. Je pense que ça peut-être faire le même effet que pour le glucose et l'insuline, ouais. peut-être. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Par contre, là où j'ai un peu plus de clarté là-dessus, et ça c'est assez net dans les études que j'ai lues, c'est que l'obésité, qui est déclenchée par des gens qui mangent beaucoup, trop, j'entends, elle perturbe énormément, et j'en ai parlé tout à l'heure, à la fois les récepteurs, à la fois les médiateurs. Les médiateurs en eux-mêmes sont attaqués par le système immunitaire pour certains, sont inactifs pour d'autres. Oui, ça, c'est extrêmement clair. De toute manière, et là, c'est Sylvain Druget qui parle, ça n'engage aucun chercheur, aucune étude, aucun centre de formation, c'est moi qui parle. Que ce soit la sédentarité et que ce soit l'obésité, ce sont des maladies auto-immunes, Hmm. qu'on soit très clair. À partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, on le voit très bien, je vous enverrai toutes les études sur le professeur Fetisov, on voit très bien que notre système immunitaire s'attaque à nos propres compositions protéiques. Donc, pourquoi ne pas appeler ça des maladies auto-immunes? Je veux dire, quand nos anticorps attaquent nos îlots de Langerhans et nos cellules alpha, bêta, pardon, dans le pancréas, on appelle ça une maladie auto-immune, c'est le diabète de type 1. Hmm. Pourquoi est-ce que quand nos protéines qui nous stimulent la satiété sont attaquées par le système immunitaire, on n'appelle pas ça une maladie auto-immune? Pour moi, c'est évidemment une maladie auto-immune. Donc, après, je suis pas médecin, donc voilà, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais pour moi, c'est un peu le même principe. Donc, du coup, à partir du moment où on est dans cette situation-là, de sédentarité poussée ou d'obésité prononcée, eh bien, oui, tout est déréglé, tout part en sucette. D'ailleurs, on voit bien que notre corps adipeux est un organe à part entière, mais moi, je dirais presque un être vivant à part entière,
qui est plutôt hostile au reste de notre organisme. Par exemple, Ok. l'inflammation chronique, hein, ça on pourrait en parler aussi. Pareil, je vais pas me faire beaucoup de copains, mais ça c'est sûr et certain que les problèmes entre guillemets cholestérol, pas vraiment des problèmes cholestérol, c'est peut-être plus probablement des problèmes d'inflammation. Hmm. On avait d'autres questions, Sylvain. Et Ouais, après, on reprendra le cours de la présentation. d'accord. Elle est de Kevin Hagley. Sylvain, est-ce que tu conseilles plutôt de maintenir un apport calorique régulier sur la journée et sur la semaine pour éviter les troubles de la faim, ou alors réguler l'apport en fonction des jours d'activité physique plus intense, etc., notamment pour les pratiquants de musculation quotidien? Merci. Ok. Le début, je vais préciser un petit peu, mais je pense que tu n'as pas employé le terme volontairement. Calorique, euh, sur la journée, aucun impact. Qu'on soit bien d'accord, on a vu que les calories par rapport à la satiété, c'est très, très, très minime. C'est plutôt le volume alimentaire et certains composants de votre alimentation, en l'occurrence les fibres et les protéines, qui sont satiétogènes, ou au contraire leur absence si on veut stimuler la faim. Euh, et les calories, non. Donc, sur la journée, vous pouvez manger en autant de repas que vous le souhaitez, en essayant de ne pas trop espacer vos repas, parce que sinon, vous allez évidemment stimuler un peu plus la faim, sauf si c'est votre objectif. Par contre, là où je vais dans ton sens, c'est que je suis tout à fait d'accord pour qu'on baisse le nombre de calories sur les journées où on a moins d'activité, de dépenses caloriques, et qu'on ait un peu plus de calories que l'on mange lorsque l'on doit en dépenser plus. Ça, oui. Mais il faut aussi prévoir vos séances. Donc, si vous avez des stocks de glycogène qui ne sont pas optimaux au moment de la séance, vous allez avoir des performances qui peuvent être impactées. Pas obligatoirement, mais qui pourraient l'être. Du coup, ce qu'il faut, c'est, un, arriver avec un statut nutritionnel à la séance qui est important. Je vais en parler un petit peu après. Deux, avec vos. Quand je dis statut nutritionnel, c'est-à-dire que vous devez avoir un petit peu de circulation des nutriments que vous venez de manger qui intervient sous forme de perfusion. Quand je dis perfusion, c'est votre foie qui va perfuser, on est bien d'accord. C'est pas une vraie perfusion. Vos stocks de glycogène qui sont à leur maximum si on souhaite avoir des bonnes performances. Et puis, euh, le jour J, avoir suffisamment de calories pour notre objectif. Si notre objectif il est d'avoir de la force, si notre objectif il est d'avoir de la résistance, il nous faut beaucoup de calories. Hmm. Ça, qu'on soit clair, hein. On est plus fort quand on mange plus. Ça, c'est presque une lapalissade. Ouais. Et manger moins les autres jours, ça se tient aussi. Je suis pas faire un plateau comme ça a du sens si vous avez besoin de ça pour vous organiser, mais ça n'a pas de sens sinon d'un point de vue sportif, quoi. Ouais. Ok, on reprend la présentation. Allez. Du coup, maintenant, je vais vous parler d'outils qu'on peut utiliser. Donc, parlons de l'indice de satiété, le magnifique travail de Holt dans les années 95 en Australie. Alors, le protocole, il est assez simple. Vous aviez plusieurs groupes. Chaque groupe était composé de 11 à 13 personnes. Ces personnes devaient manger un repas de 240 kilocalories. Ces 240 kilocalories, ils étaient de 38 compositions différentes et systématiquement d'un seul aliment parmi les 38 aliments possibles. Donc, je dis n'importe quoi. Vous aviez par exemple 240 kilocalories de pommes de terre, donc 300 grammes de pommes de terre. Ou alors vous aviez, je ne sais pas, du croissant. Voilà. C'était le même aliment que vous mangiez sur 240 kilocalories. Et on mesurait la satiété toutes les 15 minutes, et ça pendant 120 minutes. Puis ensuite, on demandait aux personnes d'avoir un repas ad libitum, c'est-à-dire, ils mangent à volonté. Et on comparait la satiété qui avait été obtenue par rapport au pain blanc. Le pain blanc, c'était l'indice 100. Et puis, donc, si vous étiez au-dessus de 100, ça veut dire que la satiété était supérieure à celle qu'on obtenait par le pain. Et si elle était en dessous de 100, ça veut dire que la satiété était inférieure à celle du pain blanc lorsqu'il est consommé. Ce qui a été obtenu, eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le volume était le facteur majoritaire sur l'indice de satiété, en tout cas sur 2 heures. Dans le volume, il y avait évidemment la composition en eau de l'aliment. Ça, c'était précisé dans l'étude. Vous aviez ensuite les protéines et les fibres, je vous en ai également parlé. C'était relativement corrélé avec la satiété. Les calories qui n'induisaient pas ou très peu de satiété, ça aussi on en a parlé.
Chose dont j'ai pas forcément encore mis le doigt dessus, c'est les aliments solides et les aliments lents à digérer qui sont eux aussi corrélés positivement à une satiété plus importante dans le temps. Et ça, c'est logique, puisque plus vous avez longtemps des aliments dans l'estomac, plus vous avez longtemps votre boucle depuis l'estomac qui indique un rassasiement puis une satiété. Donc c'est logique que si vous mettez plus de temps à vider votre estomac, ben vous avez la faim qui revient plus lentement. Ça, c'est tout à fait cohérent. Vous avez donc ici, hop, je m'enlève parce que je vois que je prends de la place. Ouais. Vous avez ici les résultats de l'étude. Hein. J'ai ni plus ni moins que copié les résultats de l'étude de 95. Elle est en libre accès. Dans le diapo, je vous ai mis le lien. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez accès à l'étude. Vous pouvez tout lire. C'est passionnant. Donc, vous avez les indices qui sont proposés. Et chose qui, moi, me fait particulièrement plaisir et qui va en embêter plein, c'est que la pomme de terre, c'est le champion du monde. Alors, la pomme de terre qui a été exclue, bannie, c'était nazi, c'était tout ce que vous voulez. En fait, la pomme de terre, c'est extraordinaire pour la satiété. Alors, ça a été banni pour des raisons incroyables. Ça faisait prendre du poids. Vous savez, le fameux index glycémique qui fait prendre du poids. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un repas 100% saccharose. Je mangeais littéralement des verres de saccharose sur 2000 calories par jour et je constatais mes évolutions du poids. Et ben, vous savez quoi? L'évolution de poids était identique à celle obtenue avec des aliments qui n'ont pas d'index glycémique élevé. Bon, je ne vous dis pas que je n'ai pas été malade, hein. Ça je vous garantis, j'ai été très 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 malade. Je vous passe les détails de ce qui m'est arrivé, mais pour dire qu'on ne prend pas plus de poids parce que l'index glycémique est élevé. Par contre, on peut avoir des soucis de troubles de l'humeur, de comportement, d'addiction. Ça, je ne le nie nullement. Et des problèmes graves au niveau de la santé, je ne le nie nullement non plus. Mais la pomme de terre, c'est aussi pour ça que je me bats contre le terme de féculent. La pomme de terre, elle a un index glycémique qui, comme la plupart des glucides, varie en fonction de la manière dont on l'a cuisiné. Est-ce que c'est cuit à l'eau? Est-ce que c'est cuit à la vapeur? Est-ce que c'est cuit à la poêle? Est-ce que c'est mangé chaud? Est-ce que c'est mangé froid? Est-ce que c'est en purée ou est-ce que c'est en morceaux? Ça varie énormément, votre index glycémique. Bref, je reviens à notre indice de satiété. La pomme de terre, c'est top. En plus, c'est une source phénoménale de potassium, je vais y arriver. Or, le potassium, c'est quand même un micronutriment qu'on a parfois du mal à apporter, surtout chez ceux qui ne sont pas adeptes des légumes, même si ce n'est pas à proprement parler un légume, la pomme de terre. D'autres aliments qui nous surprennent un peu moins, le poisson blanc, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que voilà, c'est un effet satiétique indéniable, c'est extrêmement peu calorique, donc c'est top. Et puis après, vous avez évidemment les légumes, etc. Tout ce qui est en dessous de 100, c'est la catastrophe, hein, parce que déjà que le pain blanc, c'est pas terrible pour la satiété, mais alors un Mars, bon, ça c'est évident. D'ailleurs, chose très intéressante, on nous rabâche le nez dans les menus avec le pain, le pain, le pain, le pain sans arrêt. C'est assez insupportable. Bien sûr que si vous aimez le pain, il faut en prendre. L'aspect hédonique est très important dans la capacité qu'on a à tenir un régime. Par contre, sachez que c'est ni forcément extraordinaire pour la santé, ni extraordinaire pour la satiété, contrairement à ce qui est enseigné dans beaucoup de formations. Je ne les cite pas, on ne va pas se faire d'ennemis aujourd'hui. On m'a également proposé de faire un petit point sur la faim et l'effort. On se demande qui a eu cette idée. Alors, la faim et l'effort. Alors, c'est déjà ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a un aspect interindividuel qui est assez intéressant, qui est différent d'une personne à l'autre, mais il y a quand même des mécanismes communs que l'on retrouve chez la plupart des gens. Ils dépendent de la durée de l'effort, de l'intensité de l'effort, du statut nutritionnel et du statut adipocytaire. Commençons par le type d'effort, donc la durée et l'intensité. Plus un effort est intense, plus il va y avoir une stimulation sympathique importante. Or, les catécholamines, en particulier l'adrénaline et la noradrénaline, ont une activité très forte d'inhibition de la motilité de la musculeuse de nos intestins et pas que. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vos intestins, votre tube digestif, même au niveau de l'œsophage, il va se contorsionner, se contracter, se relâcher pour faire descendre, pour faire progresser en tout cas, descendre c'est pas le bon terme, mais pour faire progresser nos aliments
puis nos nutriments dans certaines parties de notre corps. Ça, c'est lié à la musculeuse qui est présente dans nos tissus du tube digestif. Et cette motilité, donc, elle est diminuée lorsqu'on a de l'adrénaline et de la noradrénaline qui est sécrétée en bonne quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes plus capable de faire efficacement progresser vos aliments et ou vos nutriments. Vous avez également une baisse de l'activité digestive et des sécrétions digestives. Et donc, vous avez mécaniquement moins de sécrétions qui stimulent la faim. C'est pour ça que plus vous faites une activité intense, plus vous avez de chances d'avoir la faim qui disparaît, d'avoir une satiété, entre guillemets, transitoire. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est même souhaitable pour plusieurs raisons. Et une d'entre elles, c'est que lorsque vous faites de l'activité physique, vous le savez, il y a une redistribution massive de la masse sanguine qui va être un petit peu privée au niveau des organes internes, sauf évidemment le cœur, le foie, etc. Et encore que le foie peut aussi être un petit peu moins perfusé, pour bénéficier aux muscles notamment, qui eux, ils vont avoir besoin d'être le plus perfusés possible en sang. Si vous avez moins de sang qui arrive dans des cellules, vous avez moins d'activité de la cellule. Donc, quand vous êtes en train de digérer, si votre tube digestif n'est plus capable de faire son boulot, c'est pas terrible. Donc, du coup, c'est pour ça que l'organisme a probablement mis en place des garde-fous. Vous êtes en train de faire une activité hyper importante, il faut plus que vous soyez capable de bien digérer. En gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. À l'inverse, une activité qui serait prolongée, mais d'intensité faible, par exemple la fameuse zone 2 de mon pote Sean, c'est tout l'inverse. Ça va plutôt nous aider, en tout cas si c'est pas trop prolongé, qu'on soit bien d'accord. Hein. Les activités très longues, c'est pas vrai ce que je dis, mais sur une activité modérée en durée et à intensité faible, c'est plutôt parasympathique, donc c'est plutôt facilitant pour la digestion. Que les petits vieux d'ailleurs avaient compris quand ils nous disaient d'aller marcher, vous vous souvenez, après les repas. Pour les digérer. Voilà. Alors, le statut nutritionnel, il est important. On en a déjà parlé justement dans la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Le niveau de la glycémie, on l'a vu, hein, quand il est trop bas, il nous demande de manger. Donc, forcément, ça va avoir un impact. De même que vos réserves de glycogène. Ce qui fait que ce n'est pas souhaitable toujours, selon le profil que l'on a, selon l'objectif que l'on a, d'être dans ces statuts-là. Donc après, c'est à vous de choisir, à vous de calculer et de mettre en place une stratégie qui vous permet, en fonction de l'objectif que vous êtes fixé, d'arriver avec un statut nutritionnel haut ou bas. Ça, c'est vraiment un point important. Enfin, le statut adipocytaire. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'obésité est une maladie auto-immune, ça n'engage que moi, je suis bien d'accord. Aucun médecin n'a jamais dit ça, aucune étude n'a jamais dit ça, enfin pas à ma connaissance en tout cas, ce n'est que mon avis. Et quand vous êtes donc avec un statut lipidique trop élevé, quand je dis lipidique, ce n'est pas que les triacylglycérols ou les LDL sanguins, c'est aussi et surtout les adipocytes qui se remplissent de triacylglycérols. Ça, c'est en effet une situation qui est catastrophique et qui va complètement modifier tout ce que j'ai dit là et qui va aussi modifier toutes les réactions à l'effort. La sensation de faim, la sensation de bien-être, la sensation, vous savez, le petit moment où vous avez le craquage, le petit coup de bambou, eh ben, il est normal, il est naturel et généralement, il est relié à une baisse des réserves énergétiques. Chez une personne obèse, ça se passe différemment. Parce qu'admettons que vous ayez quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, 30 kilos en trop. 30 kilos en trop. On fait un calcul qui est faux, mais peu importe. 30 kilos, vous multipliez ça par 9000, enfin par le nombre de calories, donc c'est 9 calories pour 1 gramme de lipides. Donc combien ça nous fait ça? Il n'y en a pas un qui peut me le faire? Ça fait 270 000 calories. 270 000 calories. On divise ça par, admettons, 3000. Ça fait 90. Vous savez, c'est quoi les 90? C'est les marathons. Quelqu'un qui a 30 kilos en trop, si je fais un calcul comme ça à la loupe, à la louche, ce que je viens de dire, c'est évidemment faux, mais si on faisait purement du mathématique, ça fait 90 marathons que le gars est capable de courir. Donc, d'un point de vue énergétique, on pourrait supposer qu'il est jamais en manque. Et pour autant,
il va quand même nous signaler rapidement qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus et que ça fonctionne mal. À l'inverse, quelqu'un qui est dans une situation comme Raph, par exemple, là, qui est dans un statut lipidique très et trop faible, on est bien d'accord que ce n'est pas sanitaire, ce n'est pas bon pour la santé de rester de manière chronique à un niveau de masse grasse trop bas. D'ailleurs, c'est pas bon pour les perfs non plus. Et lui aussi va avoir une perturbation et de la satiété et de la faim, et aussi des signaux pendant l'entraînement. Et donc, à nous, d'un point de vue éthique et d'un point de vue stratégique pour le sport, eh bien de choisir à quel moment est-ce qu'on veut que la personne soit prête. Est-ce qu'on veut que Raph il soit sec, archi sec un mois avant? Est-ce qu'on veut qu'il soit sec 10 jours avant? Ça, c'est la stratégie qu'on met en place, qu'on choisit. Et c'est aussi votre éthique qui peut vous guider. Si vous n'en avez pas, bon, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous en avez une, bien peut-être que vous choisirez de ne pas trop mettre en danger la personne et puis de la mettre dans une situation la plus confortable le plus longtemps possible. Ça, en tout cas, c'est mon avis. Et dernier point, parce que David le sait, c'est un de mes leitmotivs, on doit jouer sur la voie dopaminergique des gens. On ne dit pas assez aux gens que ce qu'ils font, c'est bien. On leur dit pas assez qu'ils sont formidables et qu'ils se sont vraiment bougés. Nous, on doit mettre ça en place chez nos clients parce qu'il y a un petit goût de reviens-y, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est valable pour le carré de chocolat, c'est valable pour le petit bisou, c'est valable pour le câlin, c'est valable aussi pour le petit mot tendre que vous avez pour votre athlète, pour votre client, pour votre ami. Faites-le plus souvent. Je vous remercie. Ouais, on peut aussi les mettre en réussite, même si c'est des petits challenges sportifs. Carrément. Mm. Et leur montrer qu'ils ont progressé sur des choses simples. C'est ça. C'est ça. Pas besoin de faire le 100 mètres en moins de 10 secondes pour faire un truc extraordinaire. Ouais, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a du coup, il y a quelques questions, donc on peut peut-être attaquer les questions, mon petit Sylvain. Allez. Il y a une question qui est apparue tout à l'heure, qui était toujours de Monsieur Pierre-Yves Marchand. Est-ce que la cuisson ou le mode de cuisson influence la satiété? Oui, mais pas d'un point de vue physiologique à proprement parler. C'est plutôt d'un point de vue valeur hédonique, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors, je vais nuancer après. Mais dans un premier temps, la cuisson, elle a très souvent le niveau de cuisson que vous souhaitez, puisque c'est vous qui cuisinez, donc c'est vous qui choisissez le niveau de cuisson que vous voulez obtenir. Donc vous choisissez généralement le plus souvent ce qui vous plaît, donc votre valeur hédonique, donc votre petit côté dopaminergique qui vous stimule. Et on sait que plus un aliment stimule notre côté dopaminergique, plus on a tendance à manger. Oui, ça a un impact. Là où ça n'a pas d'impact, c'est l'aspect physiologique, ou très peu d'impact. Ça ne change pas ça. Alors après, attention, si vous faites trop cuire un steak, par exemple, vous allez avoir des protéines qui vont être dénaturées à tel point qu'elles ne pourront pas être assimilées. Ça, c'est possible. Les protéines, quand elles sont un peu cuites, elles sont aussi plus facilement assimilables que quand elles ne le sont pas, pour la plupart des protéines. D'ailleurs, pour l'œuf, je fais un petit aparté. Il y a un aspect température qui est souvent mis en avant, qui n'est pas exactement cela. C'est plutôt la coagulation du blanc qui fait son assimilation, plus que la température à proprement parler. Si vous prenez un œuf et que vous le battez en neige, par exemple, ça a en effet un impact sur sa capacité de assimiler. Ok, on avait une autre question de Monsieur Vincent Prazalek. C'est qui celui-là? Je sais pas. Certainement un bébert. Euh, Tu entends quoi exactement par auto-immune, Sylvain? Oui. Alors, je suis pas médecin, donc je vais pas me lancer dans ça, mais normalement, une maladie auto-immuneuse, c'est une maladie dans laquelle ton propre corps s'attaque à des parties de ton corps. Si on prend l'exemple de maladies auto-immunes, tu as par exemple le sida, tu as par exemple le diabète de type 1, c'est des maladies où ton système immunitaire va reconnaître une zone de ton corps comme étant étrangère, et qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là? Elle attaque cette zone pour la détruire. Hmm. Dans le diabète de type 1, c'est ce qui se passe. Sur ton pancréas, tu as des îlots qui sont un petit peu rosés, qui s'appellent les îlots de Langerhans. Et dessus, tu as deux types de cellules en particulier, les cellules alpha et les cellules bêta. Les cellules alpha, elles produisent le glucagon. Les cellules bêta, elles produisent l'insuline. Et les cellules bêta, elles vont être attaquées par ton système immunitaire parce que
elles sont jugées comme étant étrangères, alors qu'elles font bien partie de ton code génétique et qu'elles ont bien été synthétisées grâce à la réplication de ton ADN. Donc voilà, ça c'est une maladie auto-immune. J'ai répondu à ta question, Vincent, c'est ça que tu voulais avoir comme réponse? Oui, oui, c'est bon, Sylvain, merci beaucoup. T'en prie. Alors, on a une question de Marion. Vous avez parlé du jeûne à plusieurs reprises. Oui. J'aurais aimé connaître votre point de vue sur le sujet intéressant ou pas. Jeûner sec ou humide, continu ou intermittent, et notion de durée. Merci. D'accord. Alors, euh, je vais dans un premier temps pas donner mon avis, mais plutôt ce que j'ai lu dans la littérature scientifique. Donc, le jeûne ne donne pas de bénéfices isocaloriques sur la perte de poids. C'est-à-dire que pour un même nombre de calories ingérées sur le jeûne et hors jeûne, on a la même perte de poids. Les seules études qui ont montré des différences, ce sont des études qui étaient biaisées d'un point de vue protocole. J'explique. Par exemple, on avait une étude, 2017, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, il faut que je la retrouve, qui ne considérait pas le NEAT dans les calories dépensées de la personne. C'est une erreur cataclysmique, c'est du CM2. Par exemple, Kevin Hall a montré qu'on pouvait avoir des différences de plusieurs centaines de calories par jour, voire plusieurs milliers de calories par jour, d'une personne à l'autre, rien qu'avec le NEAT. Donc si on ne prend pas ce facteur en considération dans une étude, c'est cataclysmique. Or, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils sont en jeûne intermittent, par exemple en 16-8, 16 heures sans manger, 8 heures où on mange, qui vont avoir une stimulation de leur capacité à bouger. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à faire plus de pas dans la journée. Et ça, c'est très conséquent sur la perte de poids. Mais du coup, ce n'est pas lié au fait que tu as plus perdu de poids parce que tu as jeûné. C'est juste que tu as plus bougé. Comme tu as plus bougé, tu as dépensé plus de calories. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on lit dans les études. L'autophagie, c'est pas un bon terme qui est employé souvent pour caractériser les effets bénéfiques du jeûne. C'est pas un bon terme. L'autophagie, c'est plutôt le terme qu'on aurait dû employer, c'est plutôt une catabolyse de nos réserves énergétiques pour resynthétiser de l'ATP parce qu'on a un déficit calorique pendant une période de temps donnée. Typiquement, tu ne manges pas pendant 16 heures, il est évident que tes cellules doivent quand même continuer à se nourrir en glucose, en acide gras, etc. Et donc, tu vas taper dans tes réserves pour combler ce déficit calorique que tu vas avoir pendant cette période-là. Il n'y a pas plus de perte de masse grasse à long terme, j'entends, lorsque l'on fait un jeûne intermittent. À court terme, c'est sûr que oui, mais c'est normal. C'est comme faire un footing à 60% VO2 max. On a une utilisation des lipides qui est supérieure, mais si on regarde ce qui se passe au niveau de, par exemple, une période de 2 mois, là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas plus de l'utilisation des lipides. Et c'est normal, puisque c'est le nombre de calories qui compte. Basta. L'autre aspect de ta question, c'était sur les durées, etc. On a beaucoup d'études qui étudient, elle est affreuse ma phrase, mais tu as compris, actuellement le 16-8, qui est plutôt intéressant. Pour l'avoir testé chez des clients, et d'ailleurs un de mes élèves vient de m'en parler il n'y a pas très longtemps, Neil, on te fait un coucou si tu vois la vidéo, qui me disait que lui aussi, ses clients, ils mangeaient moins de calories dans la journée quand ils faisaient un 16-8. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de faire sauter un repas qu'ils avaient l'habitude de prendre en termes d'horaire, sans pour autant trop compenser. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, alors en effet, le jeûne intermittent est intéressant pour vous pour réduire les calories que vous mangez dans une journée. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui font sauter le repas du matin compensent le soir. Il y a des gens comme ça. Moi, je pense qu'il faut trouver ce qui convient à chacun et que c'est pas pareil pour tout le monde. David a été témoin. Tous les ans, je teste un régime différent. Il a connu pendant plusieurs années. Je l'ai fait. J'ai testé le régime intermittent. Chez moi, ça ne marche pas du tout. C'est pas du tout efficace parce que j'ai trop faim le soir et je mange du coup plus. Mais je suis pas à la moyenne des gens. Ça, il faut tester pour savoir. D'un point de vue performance aussi, en effet, parfois avec un statut glycogénique bas, on a un intérêt sur la biogénèse mitochondriale
on va faire certains entraînements sous cet état-là. Après, est-ce que c'est vraiment efficace sur le long terme, sur la haute performance? Je ne sais pas. Il faudrait demander à un grand spécialiste dans ce domaine-là. Je ne suis pas hyper convaincu. Mais bon, il y a des études qui, en effet, montrent que ça peut l'être. Donc, pourquoi pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, du coup. Écoute, il y avait une question sur le jeûne sec et le jeûne humide. Oui, est-ce qu'on doit boire, est-ce qu'on doit pas boire d'eau? Hmm. Écoute, quand je sais pas, je sais pas. Et là, pour le coup, j'en sais rien. Je sais pas quoi répondre. Ok, pas de souci. Il y a Monsieur PH, alors Pierre-Hugues ou Petit Huguette Fremont, euh, qui pose une question sur la sédentarité a-t-elle un effet sur la satiété? Oui, oui, oui. Alors, la sédentarité sans prise de poids, oui, pour des raisons sociétales. La sédentarité avec prise de poids, je l'ai évoqué avec l'obésité, mais la sédentarité sans prise de poids, quelqu'un qui n'aurait pas une masse adipeuse trop importante, il y a un problème de désocialisation. Vous savez, c'est exactement comme quelqu'un qui serait en situation de recherche d'emploi et qui ne ferait pas l'effort de faire son lit ou de s'habiller le matin. Ça paraît anodin, ça paraît complètement stupide, ça paraît vieux jeu, ça paraît tout ce que vous voulez, je m'en fiche, envoyez-moi tous les anathèmes que vous voulez. N'empêche que ça désocialise de ne pas le faire. Et le fait de ne plus être en société, ça rend le retour à la vie sociétale difficile. C'est Hmm. le même principe pour quelqu'un qui est sédentaire. L'homme est fait pour bouger. Il a 638 ou 639 muscles suivant le sexe qu'il a. Il a 206 os. Il a des hormones, des neurotransmetteurs, des myokines, plein de choses dans son organisme qui sont faites et qui montrent qu'on est fait pour bouger. Depuis tout maille, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Probablement que nos ancêtres faisaient entre 70 000 enfin, entre 20 000 et 70 000 pas. C'est beaucoup plus qu'on en fait maintenant. C'est plus de 10 fois plus. Ouais. On est fait pour bouger, c'est clair. Même quand on est blessé, même quand on est malade, il faut bouger. Alors, il ne faut pas se rendre plus malade qu'on ne l'est, mais il faut bouger, très clairement. D'ailleurs, tous ceux qui font de la réathlée maintenant le savent, on bouge. On a une jambe cassée, il y a des cliniques où on marche maintenant. Euh, le fait de bouger, ça nous rend en bonne santé. Donc, le fait d'être sédentaire, ça nous désocialise. Or, j'ai expliqué tout à l'heure que l'alimentation, elle a aussi un aspect sociétal. On est habitué à manger à des heures, donc on a des sécrétions qui interviennent à des heures précises ou à des fourchettes d'horaires précis. Et c'est valable d'ailleurs pas que pour ça, nos cycles circadiens, le moment où on a envie de s'endormir, le moment où on a envie de faire telle ou telle chose, par habitude, ça nous rassure aussi, surtout pour les profils bleus, hein, David. C'est Pourquoi tu dis ça? et le Ah fait de oui, sortir. profil bleu, je valide, bleu foncé. C'est vrai, c'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour l'entraînement. Si vous êtes habitué à vous entraîner à 17 heures et que d'un seul coup vous vous entraînez à 8 heures du mat, vous allez avoir une phase transitoire catastrophique sur vos performances. Ou en tout cas, suivant votre âge, hein, mais à mon âge, on voit la différence. Voilà, c'est valable pour l'alimentation. On a Hélène qui a apporté une précision qui a dit cela dépend du type de toxémie en naturopathie. Par rapport à quoi et c'est-à-dire? Alors, j'ai simplement lu l'élément qui a été précisé par Hélène. Si Hélène peut éclaircir son propos, ça Tu, serait tu- tu peux intéressant. prendre, tu peux prendre la parole si tu veux, Hélène, hein. Tu peux me poser Elle la peut question mettre en le, Oui, live, bien hein. elle peut sûr. mettre le Oui. micro, elle peut mettre le Mm. micro. Hélène, tu es là? Il y a une autre question avant? Le temps que Hélène nous pose la question, non? Je sais pas. Alors, tu peux allumer ton micro, Hélène, si tu veux, hein. Elle a rajouté pour le jeune. Pour le jeune. Ah, ok. Comment je vais répondre à ça? Euh, de quelle toxine on parle? Non, de la toxémie. Alors, de quoi on parle du coup? Qu'est-ce que tu entends par toxémie? Qu'est-ce que quel est ton point de vue? N'hésite pas à parler en direct, hein, ça sera plus rapide que sur la discussion si tu y arrives. Ouais, ce sera plus simple.
Ah, je crois que je sais. Tu veux dire par là qu'on peut éliminer, entre guillemets, des toxines quand Ouais, c'est ça. on mange plus pendant un moment? Des excès de toxines acides ou plutôt. Alors, euh, comment le faire de manière pédagogique? En fait, il existe assez peu de toxines qui nécessitent de mettre les choses au repos. Le corps est globalement fait pour à peu près tout le temps manger. On a beaucoup de choses qui sont actuellement dites sur le fait que être en jeûne, ça a tendance à mettre le corps en repos, sous-entendu qu'il est fatigué de travailler. En réalité, quand on regarde ce qui est plutôt fait comme étude sur le domaine, c'est plutôt l'inverse qui est montré. Il vaut mieux une petite activité régulière de notre tissu digestif que des périodes de gros repas espacés de gros intervalles. Dans la culture asiatique du Sud-Est, on a le jeûne qui a eu longtemps comment dire, un intérêt, qui a été popularisé en Europe par l'arrivée des religions monothéistes. Le ramadan, par exemple, dans la religion catholique, je suis très mauvais en religion, donc je me souviens plus des termes exacts, c'est le carême, je crois. Oui, carême. Voilà, il y a la même chose aussi chez la religion des judaïques, pardon. Et donc, quand ils sont arrivés avec ces pratiques-là, ils ont commencé à faire manger du poisson le vendredi, des choses comme ça. Mais ça faisait 7 millions d'années qu'on mangeait tout le temps. Si on regarde comment mange Lucie, on pourrait parler avec Yves Coppens, Lucie, elle mangeait probablement, quand elle le pouvait, toute la journée. Certes, il y avait des moments où elle ne mangeait pas, mais c'était pas un choix. C'était pas pour se sentir mieux. C'est parce qu'elle trouvait pas à manger. Et quand ils trouvaient à manger, les australopithèques, ils mangeaient toute la journée et des quantités folles. Je ne sais plus si c'est sur les australopithèques ou sur Erectus, ou je ne sais plus quelle espèce c'est, mais on avait des consommations de plus de 2 kilos de végétaux par jour et d'1 kilo de viande. Je Et crois là, que on parle, C'est Australopithèque, je crois. c'est peut-être du australopithèque. T'imagines? Et Mm. c'est pour des animaux, oui, c'est un animal, qui devait faire entre 30 et 50 kilos. Ils mangeaient 1 kilo de viande en une journée. C'est Ouais, bah, fou, c'est quoi. quoi le problème? Et pour nous, oui, mais tu fais le double de ce poids-là. Bon, Je plaisante, je plaisante. voilà. Donc, alors, les toxines, j'aimerais qu'on me sorte les toxines que c'est, parce Alors que là, elle a marqué une toxine, c'est la. Alors, attends, je vois mal sur mon écran, c'est la mycosique. mycosique, ok. Alors, oui, j'ai fait les formations, les bases de la formation en naturopathie. On n'a pas de données scientifiques qui étayent ça pour le moment. Il y a des choses en naturopathie qui sont plutôt très documentées et qui sont assez bonnes sur la nutrition et d'autres qui sont pour le moment plus de l'imagination ou du ressenti. Et je critique pas ça, hein. C'est pas parce que quelque chose n'est pas prouvé que ça n'existe pas, hein. Je suis pas en train de critiquer ça. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui, pour le moment, sont voilà, plus du ressenti de la pratique que de la théorie scientifique. Les fameux cristaux également, voilà, qui n'existent pas réellement. Globalement, le foie, il est prévu pour ça. Alors le foie, les reins, suivant de quelles molécules on parle, ils sont prévus pour détoxifier. Les molécules qui circulent dans notre organisme, parfois c'est le fer, parfois le cuivre, parfois le zinc, parfois d'autres molécules sont là pour nous aider, entre guillemets, à détoxifier. Quand c'est des choses qui sont acides, on a également des molécules basifiantes qui vont venir se fixer dessus. Que ce soit des bicarbonates, que ce soit d'autres molécules, elles vont venir détoxifier ça rapidement. Il n'y a pas de molécules non plus ou d'aliments qu'on va manger en diète mono quelque chose qui va avoir un effet positif sur les prises de sang. Alors si, ça va avoir un effet positif si quelqu'un mange McDo tous les jours et que d'un seul coup il se met à manger que de la soupe de poireaux, ah oui, son bilan sanguin, on est d'accord, il va changer. Hmm. Mais c'est pas lié au fait qu'il ait mangé que des poireaux. C'est lié au fait qu'il est passé d'une alimentation pourrie à une alimentation qui est relativement saine pour son organisme. Euh, Moi, j'ai une question. ouais. Euh, je, euh, je suis tombé sur
une publication de Geek and Fic la semaine dernière par rapport à la satiété, Ah, qui reprend ce que tu as dit sur le volume alimentaire, la viscosité, les protéines, les fibres, la densité calorique. euh, ok. et il a parlé du paradoxe de la soupe. Oui. Est-ce que Alors, du je ne coup, sais pas ce que lui entend par ça, mais moi, je peux expliquer ce que c'est. Enfin, ce que bah je crois justement, comprendre de ça. moi Lui, là. je pense avoir compris comme toi et comme lui, mais peut-être que c'est un truc qu'il faut peut-être juste réexpliquer ou en tout cas redéfinir. Ouais, j'ai expliqué tout à l'heure que si vous vous souvenez qu'un aliment qui est solide, généralement, il obtient une satiété supérieure parce qu'il Ouais, met plus de temps à sortir de l'estomac. c'est ça. Mais, le cas de la soupe est très particulier parce que si vous prenez un énorme bol de soupe, généralement très riche en fibres, très riche en eau, volume très important dans votre estomac, eh bien, il va stimuler la satiété de façon extrêmement importante. C'est d'ailleurs pour ça que la soupe a été en grande partie consommée par nos ancêtres, alors ancêtres à court terme, hein. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils mangeaient beaucoup de soupe parce qu'ils ont très souvent eu beaucoup de mal à se nourrir en Mm. termes de calories, surtout pendant les périodes hivernales. Et donc, avoir des poireaux, des pommes de terre, des je ne sais quoi, qu'on pouvait broyer, mettre avec Ouais. beaucoup d'eau et qui nous coupait la faim et qui coûtait rien, eh ben forcément, ça avait plein, plein, plein d'aspects sociétaux et économiques intéressants. Moi, Voilà, c'est ça. mon père dit, nos grands-parents, ils mettaient tout ce qu'ils avaient dans la soupe, ils le mettaient. Un bout de viande, un bout de machin, et ça faisait la soupe. Voilà. Ouais. Et la soupe, c'était souvent, on prenait les restes et on leur donnait une espèce de bouillon, un potage, tu vois. Ouais. Et tu sais, j'étais au Japon là, pour la Coupe du Monde, et Oui. là-bas, ils ont une soupe que j'ai beaucoup appréciée, mais qu'il y a plein de gens apprécient, c'est les fameux ramen. Ah, c'est bon, les ramen. Voilà. Et Mais ça, c'est du chinois, coup, les ramen, non? Je sais plus. je sais pas, mais moi, j'en ai mangé au Japon. Ouais. Peu importe qui l'a inventé, mais il a eu une bonne idée. Et, et je peux te garantir qu'effectivement, quand tu as mangé ton bol de ramen, ouais, ça te tient encore, hein. Ouais. Ouais, je Voilà. suis d'accord. Mm. Ouais. Bah, je pense que c'est ça qu'ils entendent par ce paradoxe-là. Oui, c'est ça, c'est que du coup, c'est liquide, mais malgré tout, ça coupe la faim. Ouais. Enfin, c'est rassasiant et du coup, ça coupe la faim. Ouais. Voilà. Sur les questions, et il y avait aussi, bah oui, tremper le vieux pain dans la soupe, effectivement. Euh, Ça permet de faire ça. Moi, j'avais attends, et aussi une autre question. C'est un reportage que j'avais peut-être montré à certains qui sont ici, comme Rémi ou Raph, peut-être pas, qui était passé sur Arte, qui s'appelle Le Jeûne, Nouvelle Thérapie, où là, on a carrément des cliniques en Allemagne et en Suisse, où les gens font pas un jeûne intermittent, mais font un jeûne de plusieurs jours, voire pour certains, plusieurs, je dirais pas plusieurs semaines, mais 7, 8, 9, 10 jours. Et ils expliquent le phénomène de la sanogénèse, comme quoi ça réinitialiserait un petit peu le fonctionnement de l'organisme. Euh, et pour le coup, donc, il y a des cliniques, il y a eu pas mal de travaux de recherche là-dessus. Ça permettrait on va dire, je ne vais pas dire rééquilibrer, mais redonner réajuster des paramètres au niveau de l'organisme. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, ouais, Laura, je te réponds juste après, j'ai vu ta question. Euh, alors, ce qui est certain, c'est que dans un monde dans lequel on vit, le jeûne, il peut avoir un intérêt, le jeûne complet que toi tu décris, c'est-à-dire Oui, on ne fait que de boire de l'eau pendant plusieurs jours. c'est ça. Ce jeûne-là, il a un intérêt sur se recentrer sur son corps, dans le sens réécouter son corps. Manger quand on a faim et pas quand c'est l'heure de manger. Être détendu, se sentir un peu plus léger. Alors perso, moi, je me sens pas lourd quand je mange parce que je mange pas comme un goret, sauf quand on va manger notre spécial, David. Ah, Mais chez sinon, le qu'on peut pas oui, dire. Voilà. voilà. Oui, voilà. C'est une tradition indienne aussi, probablement asiatique, le jeûne qui perdure depuis des millénaires. Mais sachez que nous, on a une culture différente, hein. Si vous regardez les Grecs, comment ils mangeaient, les Crétois, les Minoïens, les Ioniens, euh, ils pouvaient faire des repas gargantuesques tout le temps, c'était des colosses. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à relire l'histoire de la Gaule. Et si vous voyez ce qu'ils bouffaient les mecs et ce qu'ils faisaient sur le champ de bataille, c'était impressionnant. Mm. Donc, je pense que c'est Absolument. aussi une question de culture. Et faut aussi apprendre à s'écouter. C'est là où je reviens sur le petit côté naturopathe. Euh,
Moi, je suis pas méchant avec les naturopathes. Je suis plus compréhensif parce que, en fait, il y a des choses où parfois il faut juste écouter. Il faut juste écouter son client. Il faut juste dire, bah voilà, ça lui fait du bien. Il trouve un effet positif à ça, que ce soit qu'il y ait une réalité physiologique derrière ou non. Si ça lui fait du bien Oui, et qu'il n'y a aucun aspect négatif, pourquoi l'en priver, quoi? bien Pourquoi sûr. l'en priver? Il y avait la question de l'or, c'était manger trop vite a un rôle important sur la satiété. Ah ouais, carrément. Bien sûr. Alors, en fait, il y a une expérience que vous pouvez faire qui est super sympa. Quand vous avez vraiment très très faim et qu'il ne faut pas que vous mangiez trop, vous commencez votre repas en mangeant tout doucement. Et puis vous allez passer un coup de fil ou vous allez faire quelque chose. Vous y passez une dizaine de minutes, voire une vingtaine de minutes, puis vous revenez manger. Ben, vous allez voir que vous allez manger beaucoup moins. Mm. Pourquoi? Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Les rétroboucles euh, avec les protéines et les fibres, c'est lent. Comme c'est long, il faut que ça se mette en place. euh, il faut que ça se mette en place progressivement. On sait que les premiers signaux de la satiété, c'est à peu près les premiers signaux importants de la satiété, c'est à peu près aux alentours de 20 minutes, 20-25 minutes. Donc, si vous mangez trop vite, eh bien, en fait, vous allez vous gaver avant même que les premiers signaux vous disent de manger moins. Si vous mangez plus lentement, vos signaux vont vous dire stop, mange un peu moins. Et donc, du coup, le rassasiement commence. On se dit, bon, ok, je vais commencer à baisser un petit peu la fourchette, et puis on mange moins. Ça, Mm. c'est extrêmement documenté. D'ailleurs, il n'y a aucun débat là-dessus. Tous les chercheurs sont d'accord. Il faut manger lentement, ça c'est clair. Ok, alors alors, il y a eu des modes. Par exemple, boire un grand verre d'eau avant de manger, Mm. manger un fruit, manger le fruit en premier. Oui, ah ça, je vais revenir sur un autre truc. Mm. Ah ça, il faut vraiment que j'en parle. Alors ça, on a des personnes qui pensent encore aujourd'hui, alors que la littérature scientifique est dithyrambique là-dessus, on est certain, pratiquement, on n'est jamais certain à 100% dans la science, mais un fruit en fin de repas, ça n'a aucun effet négatif. Il n'y a pas de fameuse fermentation qui rendrait tout malade, moins d'assimilation, patati patata. Ça n'existe pas. Finissez vos repas par des fruits. Dans toutes les études, c'est très positif. Donc, il n'y a pas de problème à manger un fruit à la fin. Alors, bien sûr, si vous avez des inconforts digestifs, que vous avez déjà mangé beaucoup de fibres, n'allez pas rajouter de la pectine de la pomme ou de je ne sais quel aliment par-dessus. On est bien d'accord. Mais ça, c'est lié à votre cas personnel. Ce n'est pas une science de moyenne. Dans la moyenne, les gens sont plutôt mieux d'un point de vue digestif quand ils terminent par un fruit. Et Mm. pour des raisons qui sont très simples. Le fructose, c'est extrêmement lent à digérer pour des raisons simples. C'est que c'est le seul euh, parmi les trois oses qui n'a pas la même manière de traverser les entérocytes lors de l'absorption. Et donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus lent. Comme il est plus lent et qu'en plus il est contenu dans un aliment qui contient beaucoup de fibres, eh bien il a tous les effets bénéfiques que j'ai expliqués tout à l'heure. Mm. Et rappelons que la vitesse de digestion, elle est un petit peu la moyenne de ce qu'on mange et elle est aussi un petit peu une superposition de ce que l'on mange. Plus on mange et plus on va mettre de temps à vider l'estomac. Alors dans une certaine mesure, parce qu'il y a un moment où l'estomac dit non, non, bah là, tant pis, je vide parce qu'il faut que je vide, sinon c'est dangereux, on va faire une petite fissure, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sylvain avant d'aller manger? Je vais me faire une pomme, Mm. Une orange. une orange. Indice de satiété énorme. Donc, Oui. Sylvain, si j'ai bien compris, par rapport au sport, il vaut mieux faire un petit abattage sur le parking du supermarché avant d'aller faire ses courses. Pour avoir moins faim, oui. C'est ça? Comme ça, on aura Oui, moins faim. Hein? oui, c'est Voilà. ça. Ok. Alors, tu peux aussi manger un yaourt avec du son. Tu mets des tonnes de son dans ton yaourt et tu n'auras plus faim non plus. Ouais. Ah bah moi j'aime bien le porridge, hein. Ah oui. Le porridge, ça nourrit son âme, hein. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, sachez que j'ai été ravi de faire cette présentation auprès de vous. J'espère que j'ai été le plus limpide, le plus clairvoyant, le plus bienveillant possible. C'est facile de me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis pas une star, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je suis en train de refaire tous mes sites internet, donc vous me retrouverez plus sur les sites internet pendant environ 2 semaines encore. Après, vous allez pouvoir à nouveau me retrouver.
Et puis, si vous voulez savoir ce qu'est la nutrition de précision telle que la science, je la comprends actuellement, eh bien, il suffit de me contacter et je vous forme avec grand plaisir. Ouais. Alors juste une petite Merci, Sylvain. info sur le prochain webinaire. Ah. Donc le prochain webinaire sera en lien cette fois avec le basketball et ce sera avec Guillaume Betta qui est préparateur physique à l'élan Chalon et qui interviendra sur la préparation physique dans le basketball. Cool. Voilà. Donc 19 juin, notez ça. Je crois que c'est un jeudi parce que le mercredi ils ont un match d'Euroleague où ils ont un match important, il ne peut pas être disponible. Mais par contre, il sera dispo le 19 juin. Voilà. Eh bien, top. Sur les questions que j'anticipe, mon petit Sylvain, la présentation que tu as fait, on pourra la diffuser auprès des personnes ou pas? Oui, 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 sans problème. Donc si tu peux me l'envoyer en PDF, comme ça je l'enverrai par mail aux personnes, avec peut-être ajouter tes coordonnées éventuellement si les gens veulent te contacter. Ouais, Hein. ouais. Alors, je vais l'écrire là-dessus, là. De toute façon, même mon mail, il est accessible, hein. Ouais, tu peux le mettre dans le chat sinon. Donc, mon mail, c'est celui-là. Tac. Sur Facebook, c'est Sylvain Druguet, hein. Ouais. Sur Instagram, je le fais pas activer, mais il va bientôt avoir un peu plus d'activité. C'est Officius23. Mm. Voilà. Et puis voilà. Après, de toute façon, vous avez le contact de David au pire des cas. Si vous avez besoin de le contacter, je suis disponible. Merci à tous pour vos retours. Je vois vos petits merci et les encouragements. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Merci. Merci mon Sylvain, c'était top. Merci, ça fait plaisir. Ça fait Voilà. plaisir. C'était un grand plaisir. Merci pour la chance que tu nous as tous offert d'avoir cette visibilité, David, par le symposium et par cette petite intervention. Merci, mon petit bébert. Mm. Le Beber Club vous remercie. Le Bébert Club vous remercie. Ouais. Voilà. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Pierre-Yves, on se voit bientôt. Je crois que tu viens bientôt à Nevers, mon petit Pierre-Yves, hein. Voilà, tu vas aborder les fascias. Ok. Cool. Et puis, ben, Pierre-Hugues, on se voit pas demain, Pierre-Hugues, hein. Non, on se voit pas demain. Je vais aller voir les collègues de Format Piocère demain. Impeccable. Je vais aller parler basket. Ok, Bah. ça tombe bien. Tu as vu qu'il y avait un nouveau ballon de